Alors, biodiversité et transport. Les transports, c'est de l'énergie, c'est des véhicules et des infrastructures. Tout ça, ça génère un trafic qui va produire de l'effet de serre, notamment par la consommation d'énergie, de la pollution, de certaines emprises et de la dispersion. Et ça va impacter la biodiversité en la fragilisant jusqu'à l'extinction dans certains cas, pour certaines espèces. Ça va la fragmenter et ça va la transporter, la transférer. 2020 en France, ça représente 39 millions de véhicules, à peu près. Ça fait pas mal quand même. Il y a d'autres types de véhicules, il y a des trains, des avions, des bateaux, des automobiles. En France, 39 millions de véhicules. Alors, ces voitures particulières, entre 1980 et 2016, c'est les chiffres que j'avais du ministère des Transports, ça a augmenté de 78%, quand même, entre 80 et 2016. Donc, ça ne double pas tout à fait, mais quand même, ça fait pas mal en une quarantaine d'années. Ça parcourt, ces véhicules, toujours en France, 450 milliards de kilomètres par an. Et les transports routiers, ça représente 288 milliards de tonnes kilomètres en 2016, toujours. Donc, on ramène les tonnes par kilomètre. Donc, ça vous donne une idée. Donc, ce sont des chiffres énormes. On a du mal à réaliser, mais enfin, on voit que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, donc ça consomme de l'énergie. Et si on regarde l'utilisation des produits pétroliers en France, toujours en 2016, ma source, c'est l'ADEME, l'Agence internationale de l'énergie, les transports représentent 60% de l'utilisation des produits pétroliers en France. Dans les années 50, c'est l'image en haut à gauche, ou dans les années 40, on avait peu de véhicules qui consommaient beaucoup chacun, puis on est passé à beaucoup de véhicules qui consomment moins. Mais le gain d'efficacité, de rendement des moteurs thermiques est considérable, certes, mais comme on a beaucoup plus de véhicules, finalement, globalement, on consomme plus d'énergie. Même si en moyenne, les véhicules ne parcourent pas beaucoup plus de kilomètres qu'avant. Néanmoins, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on fait une comparaison entre 1990 et 2013, ce sont les chiffres que j'ai trouvés, on s'aperçoit que les transports ont augmenté d'un peu plus de 10%. Donc les deux secteurs qui augmentent, c'est le résidentiel tertiaire et ce sont les transports. Les énergies fossiles, ça a été le charbon, après ça peut être le pétrole. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand on utilise des énergies fossiles? On libère simplement du carbone pour le charbon qui a été stocké au Carbonifère, c'est-à-dire il y a très longtemps. En quelque sorte, c'est comme si on éclairait un deuxième soleil. C'est-à-dire qu'on a la photosynthèse qui se met en route, qui permet de fabriquer aux végétaux de vivre, de se fabriquer, de stocker du carbone. C'est ce que font les végétaux grâce à l'énergie solaire. Et nous, quand on va exploiter du pétrole ou du charbon et qu'on va le brûler, on va relibérer ce carbone. C'est le mécanisme qui se passe. Donc c'est comme si on rééclairait, pour le charbon, le soleil du Carbonifère pendant un petit moment. C'est ça que ça veut dire. Donc on comprend bien que ça réchauffe, puisqu'on rajoute à notre soleil à nous, présent, une sorte de soleil virtuel du Carbonifère ou d'un peu plus récent quand il s'agit du pétrole. Donc c'est ça qui se passe. Donc ça produit un certain réchauffement climatique, qui est une réalité, et on connaît très bien les cartes de Météo France, enfin des diagrammes de Météo France, l'écart à la normale 80-2010 par rapport à des températures moyennes 1900-2019. On voit bien que toutes les années les plus chaudes sont les plus récentes. Donc là, ça va jusqu'en 2019, ça va jusqu'à cette année. On voit bien que les années les plus chaudes sont vraiment les plus récentes et qu'avant, il faisait globalement plus frais. Donc il y a un véritable réchauffement. C'est une réalité. Voilà une autre courbe sur une période un petit peu plus longue. Donc là, vous êtes en l'an 0. Là, vous avez l'optimum climatique du Moyen-Âge, le petit âge glaciaire ici. Là, je vous rappelle qu'en 1709, le vin gelait dans les carafes à Versailles. Et puis, le réchauffement climatique plus récent. Et donc, on voit très bien qu'on est largement au-delà de l'optimum climatique médiéval aujourd'hui. Donc, on a un véritable réchauffement, une certaine évolution de la température avec un réchauffement anthropique qui est très fort maintenant. Et je n'ai pas résisté à vous montrer ça. Ça, c'était quelque chose qui avait été fait pour se faire peur, avec une fausse carte météo du 18 août 2050. Donc avec des températures à 40 à Paris, 43 dans le sud de la France, et c'était sorti il y a 2-3 ans, ça, pour dire « regardez vers quoi on va ». Je vous rappelle l'été dernier, 25 juillet dernier, 42 degrés 6 à Paris. D'accord? Donc, nous y sommes. Autre impact climatique sur la biodiversité, des mobilités climatiques. C'est-à-dire qu'on a des animaux. Robert Barbeau, professeur au Muséum, qui est décédé il y a quelques années, disait « les animaux votent avec leurs pattes » ou avec leurs nageoires ou avec leurs ailes.
c'est-à-dire qu'ils vont bouger, quand ils le peuvent, en fonction du changement climatique. Ici, vous avez une image de barracuda. Ce sont des barracudas qui sont maintenant installés depuis pas mal d'années en Provence, côté de Marseille. Vous avez des bancs de barracudas installés, ils viennent de Méditerranée orientale. La Méditerranée occidentale s'est réchauffée, les barracudas sont arrivés et ils se sont installés, ils vivent très très bien là, tout va bien pour eux. Ici, vous avez un grand crabe. Ces grands crabes vivent le long des côtes américaines, depuis l'Alaska jusqu'au Cap Horn, et on a observé quelques larves de ces crabes en Antarctique maintenant. Elles ont traversé le passage de Drake entre le Cap Horn et l'Antarctique, et on se demande si ces crabes ne vont pas s'installer en Antarctique, auquel cas ils bouleverseraient considérablement la biodiversité des écosystèmes antarctiques. Commerce maritime mondial, juste 2 chiffres, 90 000 bateaux, 9 842 millions de tonnes de marchandises transportées en 2014. Le trafic maritime, toujours en 2014, c'est à peu près 17 millions d'équivalent 20 pieds. EVP, c'est équivalent 20 pieds. Alors un équivalent 20 pieds, c'est un conteneur standard, donc c'est un SMIRMORC, si vous voulez. Donc 17 millions de SMIRMORC, ça fait 38 mètres cubes à peu près par SMIRMORC, par conteneur. Ça représente au total donc 673 millions de mètres cubes. Et si je transforme ça en tour Montparnasse, ça fait 2100 tours Montparnasse. Vous me permettrez d'avoir une unité un peu non conventionnelle avec la tour Montparnasse. Donc voilà, c'est pour donner des images d'ordre de grandeur de ce que ça représente en termes de trafic maritime. Ce trafic maritime, il génère une certaine forme de pollution avec des naufrages, des dégazages, des pertes de containers qui s'égarent. Il y a toujours des tas de containers qui tombent des bateaux, des cargos en perdition là, qui perdent ces containers. Et puis bien sûr, on pense toujours au pétrole. Alors le pétrole, c'est un bruit de fond annuel qui fait 2 à 3 millions de tonnes par an qui sont dégazées en mer. Donc c'est quand même une pollution très importante qui vient dans les mers du fait du trafic maritime. Et puis bien sûr, il y a les marées noires. Alors c'est pas à vous que je vais pas essayer d'expliquer ce que c'est qu'une marée noire. Donc toutes les marées noires qui ont frappé la France ces dernières années, depuis 1967, le Torrey Canyon, la Moko Cadiz qui a été la plus monstrueuse d'entre elles, l'Erika, le Prestige, avec un impact bien sûr sur la faune et la flore littorale, un impact aussi sur la faune au fond, sur ce qu'on appelle le benthos, c'est la faune qui vit au fond de l'eau. Et puis, on a une analyse assez précise de ce qui s'est passé avec la Moko Cadiz en mars 1978. C'est 230 000 tonnes de pétrole, un fuel un peu léger d'ailleurs, qui s'est échappé des cales de la Moko Cadiz. Un fuel léger, ça veut dire un fuel aromatique qui va fortement pénétrer dans les écosystèmes, enfin qui va créer beaucoup de problèmes. Il y a eu 20 000 oiseaux tués. Il y a une diminution de 20% de la faune benthique sur plus de 200 km, en fait, c'est même plus de 200 km. Puis en quelques semaines, quand même, il se passe des choses. Il y a une partie du pétrole qui s'évapore, il y a une partie qui est dispersée dans l'eau. Alors dispersée dans l'eau, ça veut dire simplement que ça va ailleurs, quand même. Il y a 90 000 tonnes dans les sédiments, donc intégrées dans les sédiments, et puis il y a à peu près 10 000 tonnes qui ont été dégradées par les bactéries. Donc on voit comment ça peut se récupérer derrière. En fait, une marée noire, ça se passe en 3 phases. Il y a une phase où ça s'épand. Il y a après une phase qui va durer à peu près 1 an, où ça va se stabiliser, c'est-à-dire qu'il va y avoir une disparition plus ou moins importante du pétrole. Et puis ensuite, il y a la récupération vraiment. Donc la destruction quelques jours, c'est ce dont je vous parlais dans cette première phase. Et puis la stabilisation en quelques mois. Et la recolonisation complète, elle se fait en une dizaine d'années. Et là, je vous ai mis l'image un peu bizarre sur la droite, c'est une image d'une bactérie qui est capable de manger du pétrole. Le pétrole, c'est de la matière organique, donc c'est consommable. Il y a toujours des bactéries qui arrivent à manger ce genre de truc-là. C'est de la nourriture pour elles. Même si pour nous, ce n'est pas forcément terrible. Donc vous voyez, quelques jours on détruit, quelques mois on stabilise, et on recolonise en 10 ans. Donc ça rend finalement un petit peu optimiste quand même, malgré tout, ces marées noires. Alors certes, c'est une grande catastrophe, mais s'il n'y a pas une deuxième marée noire qui intervient juste derrière, on peut se dire en 10 ans, l'écosystème a récupéré. C'est aussi une démonstration de la capacité de résilience des systèmes naturels et de la capacité avec laquelle ils sont capables de récupérer derrière un événement aussi catastrophique qu'une marée noire. Place, ça prend finalement, toutes ces routes, tous ces ronds-points. On a à peu près 1 million de kilomètres de routes et de rues en France, donc 400 000 kilomètres qui sont des grandes routes ou des autoroutes. On a 32 000 kilomètres de voies ferrées. Si on fait un équivalent, tenant compte de la largeur moyenne des routes ou des autoroutes et on regarde ce que ça donne, ça nous représente un carré qui ferait 70 kilomètres de côté. C'est ça que ça représente en surface. Voilà ce qu'occupent nos routes. Ça fait 1% du territoire. En gros, c'est un département. On a un département hors des rues et des villes, en dehors des rues et des villes, qui correspond aux surfaces utilisées par nos routes et nos autoroutes.
Alors, on a fait un canal entre le Danube, le Main et le Rhin, qui est un canal à un grand gabarit, qui a été construit en Allemagne, qui permet de relier le bassin du Danube au bassin du Rhin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, on est en 1992, et il y a une espèce invasive qu'on appelle le gamard de l'Est, Dicerogamarus villosus en latin, killer shrimp en anglais, donc la crevette tueuse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une espèce qui est à l'origine qui vient de Russie, si vous voulez, vers la Crimée, là, ça doit être la Volga, et qui était présente ici. Puis elle s'est installée, parce que ce n'était pas très loin, à travers la mer Noire, elle s'est installée dans le delta du Danube. Donc, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, elle était dans le delta du Danube, dans des zones où il y avait une petite salure qui était liée à la mer Noire. L'agriculture dans la plaine du Danube a amené des sels différents à l'intérieur du Danube, ce qui fait que cette espèce a remonté le Danube jusqu'en 1991. En 1992, on élargit le canal Main-Danube en 1992, et en quelques années, elle a envahi toutes les rivières d'Europe occidentale. Elle est même passée au Canada en prenant un bateau. Donc elle est présente partout, et elle est en compétition, parce qu'elle est très virulente, avec le gamard local, qui s'appelle Gamarus pulex, qui est le gamard que mangent nos truites. Et donc on a un Dicerogamarus qui est venu embêter notre gamard local, et qui est en même temps, alors ça serait trop long de vous le détailler, mais il a amené quelques parasites avec lui, histoire de dire, bon, ça peut être sympa, j'ai 2-3 parasites à vous refiler aussi. Donc voilà ce qui s'est passé à travers les canaux. Donc on a fait un canal, et voilà ce que ça a produit. Il y a des cas où on est responsable, mais pas nécessairement coupable, pour faire une allusion à une époque politique révolue. Donc vous avez ce monsieur, vous doutez d'après la manière dont il se tient que c'est au XIXe siècle, et ce monsieur c'est Ferdinand de Lesseps. Alors Ferdinand de Lesseps, il adorait faire des trous dans la terre, donc il a fait des canaux, il a notamment fait le canal de Suez, et ce canal de Suez est emprunté par plusieurs centaines d'espèces par an. Et il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont passées en Méditerranée via le canal de Suez, depuis l'ouverture du canal de Suez. Il y en a 5 à 10 par an qui vraiment s'installent, à tel point que les gens qui travaillent en ce qu'on appelle la biogéographie, c'est-à-dire que la répartition dans l'espace des différentes espèces, parlent de provinces lessepsiennes pour la Méditerranée orientale. Et parmi ces espèces, il y en a une qui est plus fameuse que les autres, qui s'appelle le poisson lapin. C'est celui que je vous ai montré ici. C'est un poisson qui ne mange pas de carottes, mais qui broute plein d'algues sur les fonds, et qui détruit assez sensiblement les écosystèmes, parce qu'il a plus ses prédateurs quand il est en Méditerranée orientale. Donc ce poisson lapin est passé en Méditerranée orientale, il s'y installe dans cette province lessepsienne. Avec le réchauffement climatique, il a franchi le détroit entre la Tunisie et la Sicile, le détroit tuniso-siculien, et il est passé en Méditerranée occidentale, et on a observé les premiers poissons lapins il y a une dizaine d'années à côté de Nice. Donc voilà, donc on ouvre un canal, la biodiversité transite, le changement climatique se rajoute à ça, réchauffement des eaux, déplacement de l'espèce, etc. Donc on voit bien comment les choses impactent finalement la biodiversité. Tout ça, c'est une infrastructure pour le transport. Et puis il y a des déplacements volontaires, on appelle les voyageurs passifs. C'est quand on essaye de jouer à maîtriser la biodiversité. Un bel exemple sont les eucalyptus. On les a vus brûler en Australie, mais en Australie, c'est leur pays d'origine. Mais on a des eucalyptus en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on a mis des eucalyptus en Afrique, on a mis des eucalyptus partout, parce qu'on trouvait que c'était bien d'avoir des eucalyptus. Je vais vous donner un exemple, je vais détailler un petit peu plus un exemple d'une maladresse anthropique, où on amène des espèces quelque part. Donc là, c'est une carte des îles Kerguelen, on est au sud de l'océan Indien, dans les terres australes et antarctiques françaises. On est par 40 degrés sud, à peu près, et un peu plus même, et on a cette île qui fait à peu près la taille de la Corse. Alors qu'est-ce qui se passe dans les îles Kerguelen? À l'origine, on a des plantes qui sont exclusivement de ces îles-là, qui s'appellent les azorelles. On a également un chou qui est propre aux îles Kerguelen, c'est un très bon antiscorbutique. On a des albatros, on a des pétrels, un oiseau des mers. Donc, avant 1772, la découverte de ces îles par Kerguelen, tout allait bien pour tout cet écosystème qui était bien stabilisé comme cela. Puis au XIXe siècle, on a les rats qui débarquent, on n'a pas fait exprès de les amener, mais ils débarquent, et ils ont tendance à aller manger les œufs de ces oiseaux qui nichent sur les plages, parce qu'il n'y a aucun arbre à Kerguelen. La plante la plus grosse, c'est le chou que je vous ai montré, il est grand comme ça, et sinon il n'y a rien d'autre, donc il va manger les œufs des oiseaux. Et puis on introduit des lapins en 1874, ça c'est on se dit on va mettre des lapins, parce qu'au cas où il y a des naufragés, comme ça ils auront des lapins à manger. Donc on met des lapins, évidemment les lapins, ça mange les choux. Donc ils ont plutôt ravagé les choux et les azorelles à Kerguelen.
Alors, comme on a vraiment encore réfléchi, on s'est dit, au XXe siècle, on va quand même essayer de résoudre le problème. Donc on a mis des chats, en 1950, en disant les chats vont manger les rats et puis les lapins, et donc tout va bien aller. Non, les chats, ils ont mangé les oiseaux ils nichent à terre. Donc ils ont trouvé que c'était très bien, les oiseaux. C'était plus facile à attraper qu'un lapin. Donc on a complètement déstabilisé le système, jusqu'à ce qu'il se restabilise un petit peu autrement. Mais j'ai eu la chance d'aller à Kerguelen il y a quelques années, et sans bouger, comme ça, simplement en tournant ma tête de part et d'autre, j'ai compté 60 lapins autour de moi. Pour vous dire que les chats ont encore du travail à faire. On n'est pas au bout de nos peines. Mais ça montre aussi que chaque fois qu'on va jouer aux apprentis sorciers, on va produire des effets auxquels on ne s'attend pas. Et il vaut mieux éviter de jouer à ça, parce que c'est compliqué. Et puis il y a des moments où on est responsable et coupable. Alors, quand on transporte par exemple des passagers clandestins à travers l'océan mondial, notamment avec les eaux de ballast des bateaux. Vous savez, les bateaux, on les remplit d'eau dans un port, puis ils vont vidanger leur eau dans un autre port pour voir simplement se lester. Et que bien sûr, quand ils se remplissent d'eau à un endroit, ils embarquent avec eux tout ce qui est le plancton, toute une série de larves et des choses comme ça. Et ça a donné lieu à une des espèces invasives les plus néfastes qui existent sur Terre. Elle est classée parmi les 100 envahisseurs les plus néfastes. C'est une étoile de mer qui s'appelle Asteria samurensis, qui vient du Japon, donc d'eau tempérée froide au Japon, qui a été transportée de l'autre côté de la planète dans également des eaux tempérées froides, qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans les transports liés à l'homme, parce qu'elle était incapable de franchir les tropiques, c'était beaucoup trop chaud pour elle. Donc elle est arrivée en Australie, et en l'espace de 2 ans, dans la baie de Melbourne, ils se sont retrouvés avec 12 millions d'individus d'étoiles de mer. On a fait des estimations de comptage, évidemment on ne les a pas comptées une par une. Elles ont ravagé tous les parcs ostréicoles et méthylicoles, elles ont tout mangé, et ils ne s'en sont toujours pas débarrassés. Donc ils ont ce problème d'étoiles de mer. Ils ont simplement évité que ça surinfecte d'autres régions de l'Australie en contrôlant très très précisément la manière dont les bateaux se remplissaient d'eau par rapport aux saisons où les étoiles de mer produisaient leurs larves. Donc ils ont fait attention à ça, mais on a cette espèce invasive d'étoiles de mer qui est liée au transport dans les eaux de ballast. Autre transport de passagers clandestins, par la route par exemple. Donc là, c'est toute destination avec les marchandises. Le frelon asiatique, on en a tous entendu parler. Ce frelon, il est arrivé en 2004 de Chine, en direction de la France, en étant transporté dans des poteries. Et il est arrivé dans le Lot-et-Garonne. Après, il a pris un camion et il est allé en Côte d'Or, en Bourgogne. Et puis à partir de là, il s'est distribué dans toute la France. Ça, c'est la carte fournie par l'Inventaire national du patrimoine naturel, dont s'occupe le Muséum national d'histoire naturelle, en 2018, donc il y a un peu moins de 2 ans. Et on voit qu'à part la Corse, parce que je ne vous ai pas mis la Corse sur la carte, mais il n'y a pas de frelon asiatique en Corse, et le sud de l'Alsace, le frelon asiatique est présent partout en France. Il est également présent en Belgique d'ailleurs. Donc, il s'est dispersé, il est arrivé en sud-est de la France, il s'est surdispersé en Bourgogne, et depuis, on en a partout. Il s'est dispersé partout. On modifie la biosphère avec des espèces introduites. Là, c'est une carte des États-Unis que vous aurez reconnue. Et ce sont des espèces végétales non indigènes qui sont représentées, avec des couleurs marron, il y en a peu, vert, il y en a moyennement, et bleu, il y en a de plus en plus. Et donc, je n'ai pas besoin de vous faire un grand dessin pour vous dire que les points d'arrivée de ces espèces végétales non indigènes, on voit très bien que c'est en gros San Francisco et New York, si on résume. La côte Est, et puis San Francisco sur la côte Ouest. Donc on voit très très bien que c'est très vraisemblablement lié au transport, lié à l'homme, qu'on a cette carte de distribution. Ce n'est pas simplement les courants marins qui les ont amenés comme cela. Alors, maintenant, on va jouer un petit peu à se faire peur quand même. Le transport des pathogènes. C'est très intéressant ça. C'est la peste, c'est le choléra, le paludisme, la grippe aviaire. J'aurais pu rajouter le coronavirus en Chine, c'est d'actualité. Au moment où j'ai préparé l'image, je n'ai pas pensé à rajouter le coronavirus, puis on ne sait pas trop ce que ça va donner encore, mais ça pourrait être intéressant aussi. Je vous avais dit que j'allais vous faire peur. Transport pathogène, donc. La peste, d'abord, on va se faire franchement très peur. La peste, ce sont 3 acteurs. 3 acteurs de la peste, qui sont une bactérie, Yersinia pestis, ici en vert sur l'image, fausse couleur, un rat, Rattus ratus, et une puce, Xenopsylla chaeopsis, qui vit sur les rats, aussi sur l'homme. Donc la puce est infectée par la bactérie, est transportée
par le rat, infecte éventuellement le rat, pas éventuellement, infecte le rat en piquant le rat, donc injectant de la bactérie dans le sang du rat, peut passer à l'homme depuis le rat, piquer l'homme également, infecter l'homme, etc., etc. Et après, il peut y avoir aussi une infection d'homme. Voilà comment fonctionne le mécanisme de la peste. Alors, il y a eu la grande peste médiévale, qui est partie de Jaffa en 1346. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'était une ville qui était assiégée. Et les assiégeants, qui étaient autour de la ville, sont victimes de la peste. Donc ils se disent, on ne va jamais y arriver. Donc ils prennent des cadavres de pestiférés et ils les balancent par-dessus les remparts pour infecter les gens qui étaient encore dans la ville. Comme quoi, même en 1346, on avait de l'imagination. Donc ils infectent les gens qui sont dans la ville. Les gens qui sont dans la ville, à un moment donné, il y en a qui arrivent à s'échapper. C'est une ville portuaire. Ils arrivent à s'échapper en bateau et ils filent en Europe. Et ils arrivent à Marseille, 1348. Évidemment, avec des pestiférés à bord. Et c'est le début de la grande peste médiévale. Pour vous donner une image, en France, il y a 17 à 10 millions de victimes en 100 ans. Et j'ai eu les chiffres d'un petit village en Côte d'Or, qui s'appelle Givry, il y avait 1500 habitants. Pendant l'été 1348, il y a eu 630 morts. Vous imaginez l'ambiance. Hein. Ça veut dire 45% de la population qui meurt pendant l'été. Et au total, en Europe, c'est 40% de morts en 5 ans. Donc j'espère que le coronavirus sera plus raisonnable. Alors, un épisode, moi, qui me ravit. Par espèce d'histoire très étrange où les intérêts particuliers se mélangent avec un drame. Une peste à Marseille en 1720. Il y a un bateau qui s'appelle le Grand Saint-Antoine, qui venait de Syrie via Tripoli et qui transportait des tissus qu'il avait embarqués en Syrie et qui était destiné à aller soit en Italie, soit à Marseille. Il arrive à Libourne, en Italie, et il y avait 5 morts à bord, qui étaient des morts suspectes. Et donc les Italiens disent non, on ne veut pas de ce bateau. Le bateau arrive à Marseille, ils le mettent en quarantaine à l'île de Jard, un peu à l'écart de Marseille, et puis il se trouve que le 1er juin de la ville de Marseille était aussi un marchand de draps, et qui allait avoir une foire à Beaucaire, peu de temps après, et il avait des tissus qui étaient à bord de ce bateau. Et il souhaitait les vendre à la foire de Beaucaire. Donc il fait rapprocher le bateau de Marseille vers Pomègue, donc les îles qui sont juste en face de Marseille, en face du Vieux-Port, et il dit on va faire débarquer les tissus. Donc il fait débarquer les tissus. Et là, évidemment, dans les tissus, il y avait des puces. Dans les puces, il y avait le bacille de la peste, et la peste commence avec les dockers. Ça a décimé exactement 40 000 ou 50 000 Marseillais sur une population de 80 000 habitants. Donc la moitié de la population de Marseillaise est morte à cause de ça. La peste s'est ensuite étendue à travers la Provence. Donc je vous raconte l'histoire avant de vous montrer les images. C'est pas très bien, mais voilà l'histoire. Donc vous avez ici le premier endroit où le bateau était en quarantaine. Ici ensuite il a été en quarantaine ici, et puis il a débarqué ici. Avec la peste qui s'est répandue dans toute la ville, à peu près 50 000 morts sur 80 000 habitants à Marseille. Ensuite, ça s'est répandu à travers la Provence, où ça fait à peu près 100 000 morts supplémentaires. Voilà, c'est ce que ça a représenté, c'est absolument gigantesque, et tout ça parce qu'il y avait la cupidité de quelqu'un qui avait le pouvoir et qui s'est dit « bon, bah, ça va m'arranger si je peux débarquer mes tissus, et ça sera très bien comme ça ». Ben non, c'était pas très bien comme ça. Une autre histoire, 2 personnages, Guillaume Apollinaire et puis Edmond Rostand, avec un vers, mon bateau partira demain pour l'Amérique et je ne reviendrai jamais, en quelque sorte prémonitoire, c'est la grippe espagnole, 1918-1919. Là, on va transporter des bourreaux également, comme pour la peste, ça fait à peu près 40 millions de morts, le consensus c'est entre 20 et 60 millions, ça représente 20 pour 1000 de la population mondiale, donc c'est moins que la peste en Europe, que la grande peste médiévale, ou que la peste à Marseille, mais quand même ce sont des effectifs très importants. Donc c'est cette peste qui est venue de Chine, qui a sans doute été transmise depuis des animaux, le canard, le porc, vers l'homme en Chine, qui ensuite est allé en Amérique du Nord, et qui d'Amérique du Nord est revenu en Europe avec les troupes américaines de 1917, qui venaient au secours des Français et des Anglais dans les tranchées, et qui ont amené finalement cette grippe espagnole avec eux, qui s'est appelée espagnole simplement parce que la famille régnante espagnole avait été touchée par cette grippe, mais elle ne vient pas d'Espagne. Elle n'avait rien d'espagnol, cette grippe. Donc ça tue également beaucoup de monde. Et il y a une sous-histoire intéressante de cette grippe espagnole qui se passe à La Réunion, là où j'ai mis la croix bleue. Alors qu'est-ce qui se passe à La Réunion? Nous sommes en 1919 et il y a un bateau qui s'appelle le Madonna
qui ramène des poilus réunionnais dans l'île. Il ramène 1603 poilus, alors qu'il y en a 1690 qui étaient morts sur le front. Donc il y a la moitié qui sont survivants, en plus ou moins bon état, qui reviennent avec le Madonna, évidemment, qui sont très très contents de revenir, et qui arrivent à la Réunion avec le Madonna. Et le Madonna transporte de la terre. Et dans la terre, il y a le virus de la grippe espagnole. Donc il va débarquer la terre dans l'île. Il y a les premiers morts qui vont se déclarer. Le responsable de l'île de l'époque, le gouverneur de l'île, dit non, c'est pas grave, il n'y a rien à faire. Il y avait un médecin militaire qui l'alerte beaucoup là-dessus. Il ne se passe pas grand-chose, et puis l'épidémie se déclenche. Et à Pâques 1919, il y a à peu près 1000 morts dans la semaine à Saint-Denis de la Réunion, 6000 morts dans l'île sur une population de 170 000 habitants. Ça fait du 35 pour 1000, à comparer aux 6 pour 1000 pour la France entière. Et il y a une bande dessinée qui s'appelle La grippe espagnole, qui parle de ça, qui raconte toute cette histoire. C'est vraiment une histoire tragique. Et l'histoire se termine, effectivement, ça c'est la réalité aussi, avec un cyclone, un énorme coup de vent, qui nettoie l'atmosphère, en quelque sorte, et qui fait que l'épidémie s'arrête. Et qu'elle ne va pas plus loin. Donc là aussi, une certaine incurie de ceux qui gouvernaient à l'époque. Le trafic aérien aussi. Donc une image du trafic aérien, c'est les images Flight Radar qui montrent le trafic aérien un jour. Alors, peu importe, on voit bien à travers l'Atlantique Nord notamment. Donc, je n'ai pas résisté quand même à vous parler du coronavirus un petit peu. J'ai mis une image, au moins virtuelle, de coronavirus. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Là, on n'a pas ça sera pour une autre conférence. Je pourrais développer, mais quand on aura plus d'informations. Alors, il y a quand même une histoire un peu fantastique qui s'est passée, et très très sinistre, c'est passé en 1995 dans la région de Roissy. Alors, il y a des moustiques vecteurs du paludisme qui arrivent à Roissy pendant les mois d'été, tous les jours presque. Ça représente 2000 à 5000 moustiques par mois d'été qui arrivent à Roissy. C'est relativement anecdotique. On sait qu'il y a ces moustiques qui peuvent être vecteurs de la malaria, du paludisme. Bon. Et puis, il y a un jour, il y a un homme, à Villeparisis, assez loin de Roissy quand même, qui prend de la fièvre. Et le médecin vient, puis il garde sa fièvre, et puis il meurt. Donc il est autopsié quand même, parce que ça paraît curieux, et on se rend compte qu'il est mort du paludisme, en 1995. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'on est assez loin de Roissy, donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait eu un moustique qui ait pu voler de Roissy jusque chez lui. Il ne travaille pas à Roissy, sa femme ne travaille pas à Roissy, on ne comprend pas bien. Ils font une enquête de voisinage et ils s'aperçoivent là qu'il a un voisin qui travaille à Roissy. Donc il y a un scénario qui a été élaboré autour de ça pour dire que le moustique aurait pris l'avion pour arriver à Roissy, qu'il serait sorti de l'avion, et que là, il aurait pris la voiture, notamment un moteur chaud qui attire les moustiques. Quand la voiture est à l'arrêt, il aurait pris la voiture pour aller à Villeparisis, qui serait ressorti de la voiture, qui serait allé chez le voisin pour piquer le voisin. Donc là, ça fait dire, ça fait un peu sourire comme ça à distance, en fait, mais c'est quand même dramatique. Et on se dit quand même, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Parce que là, c'est quand même un drôle de scénario. Et c'est vraisemblablement ça qui s'est produit. Donc on voit bien une espèce d'emboîtement de transport avec toute une série de choses qui se passent les unes derrière les autres. Et puis des fois, on transporte les victimes aussi. Là, je vous ai présenté des cas où on transportait les bourreaux, en quelque sorte. Mais des fois, ce sont les victimes qui sont transportées. Là, nous sommes en Virginie en 1647, et les colons apportent des pommiers pour cultiver des pommes. Ça paraît anodin d'apporter des pommiers en Virginie. Sauf qu'en Virginie, il y a une mouche qui s'appelle Rhagoletis pomonella, qui est cette petite mouche qui est très jolie d'ailleurs, et cette petite mouche se nourrit de fruits d'aubépine. C'est-à-dire qu'elle se nourrit pas, elle pique les fruits d'aubépine, elle pond ses œufs à l'intérieur, et la larve de la mouche va manger l'intérieur du fruit de l'aubépine pour se développer, et puis après elle va faire un trou, elle va sortir sous forme de mouche, et elle va continuer sa vie de mouche. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On apporte des pommes aux mouches. Et les mouches se disent, tiens, c'est sympathique ces pommes, si je pondais mes œufs dans les pommes. Donc elles pondent les œufs dans les pommes, et voilà ce que ça donne sur des pommes. On voit ces traces sur la pomme, avec ces petits contours sinueux marrons, qui sont en fait la trajectoire de la larve sous la peau de la pomme. Donc les mouches se sont mises à pondre dans les pommes, et ce qui s'est passé, c'est que les périodes de fructification de l'aubépine et du pommier n'étaient pas les mêmes. Ce sont ces deux courbes-là.
on voit que les aubépines fructifient de manière plus tardive que les pommiers, mais que la période de la mouche de l'aubépine permettait de recouvrir aussi un peu la fructification du pommier. Et au fil des années, ça a sélectionné des populations de mouches qui se sont mises à pondre de plus en plus tôt pour être en phase avec le pommier. Et donc, c'est désormais un ravageur principal des cultures en Amérique du Nord qui fait que cette mouche est devenue un parasite notoire des pommiers en Amérique du Nord, simplement parce qu'on lui a amené des pommes, que ça a fait dériver par sélection une sous-population de mouches qui a ajusté sa période de reproduction avec la fructification des pommiers, de manière à pouvoir pondre dans les pommiers. Donc voilà ce qui s'est passé en amenant les victimes au bourreau. Et puis je terminerai par des aspects un petit peu plus marginaux, quelques aspects très rapidement plus marginaux de ces transports. Ici, le choc d'un oiseau dans un hélicoptère. Je reviendrai aux lapins dans les phares, dont je vous ai parlé en introduction, avec cette petite image, mais il n'y a pas que les lapins qui se retrouvent dans les phares des voitures. Il y a beaucoup d'animaux, il y a des collisions. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Mais en 2008, il y a eu 33 378 accidents déclarés en France de collisions avec des grands animaux sauvages qui sont des sangliers, des chevreuils et des cerfs principalement, et puis d'autres animaux. Et vous avez une carte de France ici avec la répartition des fréquences de ces accidents. On voit évidemment que les zones forestières comme les Landes sont plus touchées que d'autres zones françaises. Donc il y a quand même pas mal d'accidents déclarés de collisions avec des animaux. Ça ne concerne pas que la route. Il y a des collisions entre des bateaux et des cétacés. Ici, vous avez un gros cargo qui a tué une baleine. Vous avez des collisions entre les oiseaux et les avions. Ici, un oiseau qui a fracassé une aile d'avion. Et puis, vous avez bien sûr les moustiques dont on a parlé, en disant qu'il y a de moins en moins d'insectes, on a de moins en moins de moustiques sur nos pare-brises, mais néanmoins, il en reste encore quelques-uns. Et on sait bien que là, on tue énormément de moustiques ou de moucherons quand on circule en voiture. Et puis, les transports génèrent des objets qui peuvent être des objets très encombrants. Ici, vous avez des avions dans le désert d'Arizona, donc beaucoup d'objets encombrants qui tiennent beaucoup de place. Ces objets encombrants, ça peut être aussi des pneus. On a parlé des pneus tout à l'heure avec la pollution liée aux pneus, mais les pneus, ça a d'autres caractéristiques, et notamment, c'est relativement étanche, un pneu. Donc, ça peut retenir de l'eau. Alors, quand ça retient de l'eau, peut y avoir des pontes d'insectes à l'intérieur, et on a remarqué qu'il y avait une relation entre la présence de stocks de pneus et des pics de malaria, notamment dans des pays africains, parce que les pneus, il y a des flaques d'eau à l'intérieur, les moustiques vont pondre dans les flaques d'eau, donc ça génère beaucoup de moustiques et ça peut générer des problèmes de transmission de maladies qui sont liés à l'eau présente dans les pneus. Là aussi, c'est une conséquence un peu indirecte de ce que génèrent les transports. Et puis pour terminer quand même sur une note optimiste, il y a les épaves, qui sont des oasis de biodiversité extraordinaires. Alors, parce que finalement, elles permettent à la biodiversité de s'ancrer. Et puis, comme on ne peut pas faire de chalutage sur les épaves parce que ça déchirerait les filets, eh bien, on laisse toute cette faune et cette flore sous-marine tranquille à ces endroits-là. Donc, ça fait des oasis absolument magnifiques. Donc, les transports, pour conclure, c'est de l'effet de serre, de la pollution, de l'emprise, de la dispersion. L'effet de serre génère du changement climatique. Pollution, emprise et dispersion, ça génère ce qu'on appelle des changements d'usage. Changement climatique plus changement d'usage, c'est ce qu'on appelle le changement global. Et ça crée ce que j'appelle le principe du sac à dos. C'est une image, bien sûr. Ce principe du sac à dos, qu'est-ce que c'est? C'est vous partez pour une promenade en montagne, vous avez un sac à dos, et puis vous allez mettre dedans une gourde, puis vous allez mettre un guide naturaliste, parce que si vous êtes venu ce soir, c'est que vous avez un minimum de fibres naturalistes sur les petites plantes de montagne ou les oiseaux de montagne. Vous allez mettre un tapis pour vous coucher par terre, un sac de couchage, etc. Chaque objet en lui-même n'est pas d'un poids tel que ça ne soit pas transportable. Mais une fois que vous avez tout mis dans votre sac, vous trouvez que votre sac il est franchement un peu trop lourd, parce que vous avez mis beaucoup de choses. Pour les pressions qu'on exerce sur la biodiversité en général, ou que les transports exercent sur la biodiversité, c'est un petit peu le même principe. Chaque pression, facteur de pression en lui-même, on peut considérer qu'il n'est pas extraordinaire, exceptionnel. Le problème, c'est qu'il s'empile avec les autres. On a à la fois l'effet de serre, la pollution, l'emprise, la dispersion. Tout ça, ça vient s'empiler et selon le principe du sac à dos, ça fait que finalement, ça peut devenir assez difficile à porter.